peux y aller? Ok, super. Donc, conception de langage, communiquer avec la machine. Alors, j'ai d'abord décidé de commencer en fait avec une anecdote. Alors, celle-ci, elle se déroule durant ma première année de collège. Je suis en sixième. Et à ce moment-là, en fait, la meuf avec qui je sors est dans la même classe que moi. À cette époque-là, les enfants de 12 ans, ils n'ont pas de téléphone portable. Donc du coup, pour communiquer avec quelqu'un, on devait faire passer des mots à travers tous les camarades de classe pour que ça atteigne la personne concernée. Et en fait, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir parler avec ma copine tranquillement, sans que des agents Smith puissent mettre leur nez dans nos affaires. Donc je commence à réfléchir à une solution et en fait, je décide de créer en fait un langage crypté. Donc je rédige un lexique, je le donne à ma copine et ensuite je lui explique comment déchiffrer ce message avec le lexique. Et suite à ça, on a été capable de pouvoir s'envoyer des petits mots d'amour tranquillement, sans prise de tête. Le prof ou les élèves, personne n'était capable en fait de pouvoir lire le message. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer en fait mes débuts et comment mon obsession pour les langages est née. Donc bonjour à tous, wesh la famille, Sissi, sku. Ok. Donc je me définirais comme n'étant pas un programmeur. Je m'appelle William. Je suis plutôt quelqu'un de curieux qui s'intéresse beaucoup à la conception de langage, à la science des compilateurs et à l'OpenGL. Le reste peut me chaud. Sinon, sur le papier, le jour, je suis software engineer chez Sphere. Et la nuit, en fait, je passe mon temps à vivre la vie d'artiste. Donc merci à tous d'être présents, soyez les bienvenus. Donc au passage, je tiens à remercier le Jug Summer Camp pour cette occasion. Donc c'est vraiment cool pour eux de laisser la chance à des petits jeunes comme moi de se lancer un peu et essayer de parler de compilateur. Donc maintenant, pas le temps de niaiser, on va passer... Ok, ouais, pas le temps de niaiser, maintenant que les présentations sont faites, on peut poursuivre. Donc en fait, faut savoir que moi je suis vraiment intéressé à tout ce qui est langage et en fait je vais avoir en fait une deuxième anecdote, mais ça va nous permettre de comprendre un peu la suite. Donc en fait, j'avais laissé ça de côté après cette histoire de collège pour parler avec ma copine, j'avais mis toutes ces choses-là de côté. Et puis après, je me suis consacré corps et âme à la musique, donc forcément c'est des choses qui font en sorte que tu t'éloignes un peu de la création de langage. Et puis après, cet amour pour la cryptologie a refait surface dans ma vie. Donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai commencé à m'intéresser aux manuscrits de Voynich. Regardez-moi ça. Ça, c'est le turfu. Donc en fait, ça, c'est le manuscrit de Voynich. Il y a un homme, en fait, ça porte le nom de Voynich parce qu'en fait, l'auteur est anonyme. Personne ne connaît cet auteur, donc il y a des illustrations. L'écriture que vous voyez ici, c'est une écriture que personne ne comprend. Ce manuscrit est passé dans les mains des plus grands cryptologues du monde entier. Personne n'a réussi en fait à décrypter ce message, à ce livre en fait. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment intéressé. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses comme Cryptos. Ça, c'est une sculpture qui se trouve en fait dans les jardins de la CIA. C'est une œuvre qui contient un code secret qui nécessite plusieurs clés de chiffrement pour être décryptée. Donc suite à cette découverte, j'ai commencé à me dire mais attends, c'est quoi les clés de chiffrement et tout, faut que j'en sache plus. Donc je m'intéresse aussi là-dessus. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est ancienne civilisation, donc, et leur langage. Donc là, ici, on a les Égyptiens, à gauche, on a un papyrus, et à droite, on a un langage basé sur les hiéroglyphes. C'est vraiment aussi un truc que je kiffe. Quand je vois ça, je me dis, putain, c'est incroyable, je veux parler comme ça. Bref. Ensuite, je me suis intéressé à d'autres civilisations, les Göbekli Tepe, avec leur langage aussi basé sur les hiéroglyphes. Je me suis aussi intéressé au langage, à l'écriture maya, et bien d'autres choses encore. Donc après avoir digéré toutes ces inspirations, je me suis mis à fond dans l'écriture d'un livre manuscrit qui serait un peu l'évolution de ce que j'avais fait quand j'étais en sixième. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est le livre sur lequel j'ai travaillé. Donc c'est un livre unique, inspiré du manuscrit de Voynich dans sa forme, mais dont le fond est bien différent. Je l'ai nommé The Invisible, l'histoire d'une civilisation nouvelle, parce qu'en fait, vous pouvez voir juste ici l'écriture, mais en fait, pour votre cerveau, il ne va rien comprendre. Pour lui, c'est juste des hiéroglyphes, c'est comme si c'était des mayas, etc., etc.
Donc ce livre retrace l'évolution d'une civilisation à travers la naissance de l'écriture, de l'art, de la culture et ainsi que de la philosophie. Donc après avoir montré ce manuscrit à quelques personnes de mon entourage, celles-ci en fait m'ont conseillé d'aller me rapprocher de cryptologues, de professionnels du métier, de certains profs dans des universités pour leur faire part de mes travaux et surtout que je sois capable de pouvoir créer mon propre langage de programmation qui serait en fait l'évolution de cette civilisation qui passerait à la technologie moderne. Voilà, c'est dit, on peut commencer. Donc alors on a vu que la conception de langage, elle existe sur différentes formes. Entre communication entre les êtres humains et moyens d'expression dans le monde de l'art, définir un langage est une clé pour créer en fait un lien entre deux entités. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la communication avec la machine. C'est quoi un compilateur? Comment je communique avec la machine et dans quel but? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je vais commencer d'abord par un peu d'histoire pour ensuite passer sur le projet que j'ai réalisé et on va voir ensemble les différents modules qui composent la stack d'un compilateur. Donc le compilateur, c'est quoi? Donc le compilateur, c'est un traducteur qui se base sur la forme et non le fond. Il est là pour aider à assembler un programme. Il va être capable en fait d'aller chercher les différents fichiers, les bibliothèques nécessaires à la bonne exécution d'un programme. Le flux d'entrée du compilateur, c'est un flux de caractères, le plus souvent un langage de haut niveau. Et en sortie, c'est aussi une chaîne de caractères, le plus souvent en fait un langage cible, souhaité. Donc on va parler souvent du langage de bas niveau. 1952, le premier compilateur fait son apparition. En fait, tu as une meuf dans son turfu, dans son qualoud, dans sa bulle, du nom de Grace Hopper, qui avait envie de changer le game de la programmation. La meuf, elle s'est dit hey, vous savez quoi, votre assembleur, là, j'en ai marre. Je m'en bats la foufoune de tout ça, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, elle s'est enfermée dans sa grotte et a commencé ses travaux. Son idée, en fait, elle était simple. Utiliser des termes anglais pour compiler une suite d'instructions. Donc, elle décide de donner un blaze à ce compilateur et elle le nomme A0 System, qui compilait juste, en fait, le langage A0. Ensuite, d'autres compilateurs ont commencé à voir le jour. Donc 5 piges plus tard, on a IBM qui sort un compilateur complet du nom de Fortran, orchestré par John Backus. On va aussi retenir un peu John Backus, lui il va revenir aussi un peu ce gars-là. 2 ans après, tu as COBOL qui voit le jour, très inspiré par le compilateur de Madame Turfu. Donc vous avez bien compris que Madame Turfu, c'était Grace Hopper, hein, pas de problème pour ça. Ok, donc là je vais faire quand même des bonds dans le temps parce qu'il y a tellement de compilateurs qui sont sortis. Voilà, on va essayer de jumper, essayer de faire plaisir un peu à tout le monde. Donc 1972, c'est la sortie du C. On a aussi Python qui sort en 1991. D'ailleurs, j'étais choqué de comprendre que Python était sorti avant Java. Donc 4 ans plus tard, il y a Java qui sort. Ensuite, en 2010, on a Rust qui sort. D'ailleurs, je suis choqué de comprendre que Rust est sorti avant TypeScript. Mais bon, TypeScript arrive en 2012. Et 2014, 2 ans après, on a Babel qui est là et qui fait son entrée dans le game aussi. Voilà pour les dates. Donc on essaye de comprendre plutôt que le compilateur il va effectuer un certain nombre de transformations. Ces transformations de données se font au travers d'un pipe composé de plusieurs modules. Ce pipe est souvent découpé en 2 parties. Donc on a la partie front-end et la partie back-end. Mais dans certains cas, il y a une partie middle-end qui peut être réalisée. La partie front-end, elle est consacrée à l'analyse du langage source, et de la chaîne de caractères donnée par l'utilisateur. La partie middle-end est souvent consacrée à l'optimisation. Et la partie back-end, elle est destinée à la génération du code vers l'assembleur ou le langage cible. Parce que ce n'est pas que du machine code qu'on fait. Il y a plusieurs types de compilations possibles. À savoir que le compilateur seul ne sert à rien. Il va donc falloir lui donner quelque chose à becter à ce truc, comme un langage. On peut compiler un langage existant ou alors créer un nouveau langage, mais du coup, on va se poser la question de comment je crée mon propre langage. En soi, la théorie, elle n'est pas si compliquée, mais d'abord, on va devoir écrire une grammaire. Son rôle va être de définir les règles syntaxiques au compilateur, et cette grammaire formelle va suivre une notation précise. On va voir BNF pour Backus Norform, donc on revient avec Monsieur Backus là, et dans cette notation, elle va suivre la notation suivante.
Donc avec cet exemple, on peut voir que tout ce qui ressemble en fait à des balises, on va les appeler les noms terminaux. Le deux points égal, c'est un métasymbole qui va servir lui d'assignation, de définition ou de définition, voyez-le comme vous voulez. Et le reste, ça va être les terminaux, c'est-à-dire qu'il y a le if et les deux crochets qui vont en faire partie. Une autre notation qui existe, qui est apparue un peu plus tard, c'est IBNF pour Extended Bacchus Norm. Donc c'est une autre extension. Elle va avoir en fait, cette notation, elle est proche de celle de BNF et va intégrer des nouvelles règles, des nouveaux symboles, etc., etc. Mais les termes restent les mêmes. On va toujours retrouver les métasymboles, les terminaux et les non-terminaux. Après, moi, ce que je trouve, c'est juste un avis personnel. Je trouve que EBNF, c'est beaucoup plus lisible, c'est plus doux aux yeux, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est juste qu'il faut comprendre qu'avant, lorsqu'on veut créer un langage, il y a en fait une grammaire à définir. En tout cas, de ces deux notations, on aboutit à la même chose. On aboutit à une syntaxe. Et ce que je remarque, c'est qu'à partir d'une grammaire, on peut facilement voir si une syntaxe, elle fait sens. On va avoir du coup le if, on va comprendre que ce if, il va prendre une condition, je vais avoir mon crochet ouvert qui va prendre une expression, et ensuite je vais avoir un crochet fermé. Tout de suite, c'est visible, ça nous parle, on peut se rendre compte très rapidement de la sémantique. Donc après, moi j'ai un avis aussi là-dessus, c'est que je me dis que généralement, en fait, il est pas facile de définir une syntaxe pertinente qui fait sens sémantiquement. De nombreux concepteurs de langage, de programmation, négligent complètement cet aspect. Moi, j'ai souvent lu et entendu, des fois au taf, des fois tu lis sur des blogs, la syntaxe, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Moi, je suis très axé design, je trouve que ça en fait partie, donc je ne suis pas vraiment d'accord avec ces déclarations. Maintenant, c'est juste une vision qui peut être naïve et qui peut m'induire en erreur, mais moi, je pense qu'une syntaxe doit être simple, cohérente, intuitive et flexible. Un peu comme les Lego, mais c'est à voir. Maintenant, on va parler aussi un peu du projet. Donc moi, comme j'aime bien les défis, je voulais essayer d'utiliser un langage de bas niveau pour en apprendre un peu plus sur le low level. Donc j'ai fait des essais avec le C, je me suis cassé la gueule, j'ai fait des essais avec le Go, j'ai pas trop aimé la syntaxe, et puis après j'ai fait des essais avec le Rust. Et là je dis, ah putain, finalement je vais me tourner vers Rust. Et en fait, la promesse faite autour de ce langage me parle beaucoup, et puis de plus, j'ai pas réussi à me détacher de ce compilateur qui nous met quelques coups de poing, mais derrière qui nous aide à mieux programmer et à faire des choses qui sont vraiment dans le turfu, comme on dit chez nous. Donc ça, c'est l'idée du projet. Donc l'idée, c'est d'en faire un framework web. On a donc un langage de balisage, mais au lieu d'avoir du JavaScript dans la balise de script, on va avoir un nouveau langage. Et comme ça fait un petit moment aussi que le WebAssembly me parle, j'ai décidé de faire en sorte que ce compilateur-là allait compiler vers l'assemblage web. Habituellement, en fait, moi, pour faire du web, on a besoin de JavaScript. Là, on ne va pas en faire. On le voit bien dans la syntaxe qu'il y a dans la balise de script. On va vraiment faire un langage qui va être typé. Et comme ça, on va un peu se délecter du JavaScript. Ça ne veut pas dire que ce projet n'est pas production ready. C'est vraiment, on veut s'amuser à comprendre comment fonctionne un compilateur, comment on crée un langage, comment on fait joujou avec. Donc, pour y parvenir, je vais utiliser en fait deux compilateurs. C'est-à-dire que le premier, il va aller compiler le langage de balisage. Et le second va aller compiler juste la balise de script. Donc je vais commencer d'abord par le compilateur qui lui va s'occuper de la balise de script. Et puis ensuite, je passerai au compilateur qui lui va faire le langage de balisage. Donc, c'est parti. Le premier compilateur, du coup, est à destination du langage de programmation. Moi, j'ai donc décidé de suivre la carte suivante. Donc ça va être assez simple, sauf que tous ces modules, il faut bien se dire que pour l'instant, ça ne gère que la partie front-end d'un compilateur. On n'a pas le temps de pouvoir voir vraiment la partie back-end, le middle-end, etc. Mais juste avec ça, vous êtes capable d'avoir un langage qui va être interprété de la même manière qu'un JavaScript ou du TypeScript si vous ajoutez un langage de type. Donc du coup, on remarque qu'on a le tokenizer, on a le parseur, on a un analyzer et on a un interpréteur. Et avec ça, on va pouvoir démarrer, avoir un petit langage avec lequel on va pouvoir s'amuser. Donc ça va être un exemple de la bouffe qu'on va donner au compilateur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit truc-là et je vais dire au compilateur, tiens, toi tu prends ça, tu manges et tu te régales. Il va prendre ces trucs-là et il va commencer à faire son travail tranquillement. Le tokenizer va faire une première transformation. Donc on va passer en fait au tokenizer, donc on va en parler. Donc le rôle du tokenizer, en fait, qui est souvent appelé lexer ou scanner,
Son rôle va être en fait de segmenter les caractères qui se suivent pour repérer les suites de tokens. Enfin, pour repérer les tokens plutôt. Donc de façon simple, en fait, il va faire une analyse lexicale à partir d'une chaîne de caractères qu'il transformera en suite de tokens. Donc là, si on regarde un peu la structure que j'ai mise au niveau de la sortie, donc on a un tableau qui va contenir plusieurs tokens, et au niveau du token, c'est juste une structure avec deux propriétés. On a donc le type et le span qui va correspondre en fait à l'emplacement du token dans le code source. Ensuite, on va avoir le parseur. Donc le parseur, il va quant à lui récupérer cette suite de tokens et effectuer une analyse syntaxique pour trouver quelle est la structure des instructions provenant de notre flux d'entrée pour ensuite générer un arbre syntaxique abstrait. Je sais, ça fait lourd, mais en gros, c'est la transformation de tokens en un arbre syntaxique abstrait. C'est juste ça, qu'on appelle souvent un AST. Il faut savoir que dès qu'on arrive en fait à la génération de l'AST, le plus gros du travail est fait. Parce qu'en fait, tout le reste va être que de la manipulation et de la transformation à partir de l'AST. Vous, votre rôle, ça va être vraiment de se dire, OK, je pars de ma chaîne de caractères, je la transforme en token, et de ce token-là, maintenant, je le transforme en un arbre syntaxique abstrait. Donc, notre fameux AST pour Abstract Syntax Tree. Donc, mon parseur, lui, il va devoir analyser de façon formelle la syntaxe. Donc, par exemple, si moi, j'ai A plus B, le parseur va devoir faire une liaison pour connaître de quel A et B il s'agit, pour ensuite aller récupérer la définition qui correspond. S'il n'y a pas de A et B, s'il n'y a pas A ou B qui existe comme définition, le parseur pourra lancer une erreur. Ça, c'est le premier point. Et si tout se passe bien, le parseur va pouvoir générer un AST relié et typé. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez découvrir l'AST de pas mal de langages en allant sur astexplorer.net. En fait, ça va vous permettre de mieux comprendre ce schéma de données. Ça va vous permettre de voir les différences de structure d'arbres qu'il y a entre les langages, parce qu'en fait, vous devez juste vous contenter de la structure pour votre compilateur. Mais après, vous ferez des adaptations en fonction du langage cible que vous voulez targeter. Ensuite, on va arriver à l'analyzer ou type checker. D'ailleurs, en disant type checker, on a déjà une idée de ce que va faire ce module-là. Donc en fait, son rôle va être de contrôler le type, donc les types plutôt qu'il y a dans notre AST, à partir d'un AST relié et typé. Cette vérification va nous permettre de s'assurer que notre programme il ait du sens d'un point de vue sémantique. Et c'est vraiment après la base. Ça veut dire que si par exemple je reprends un peu l'exemple de A plus B, la sémantique sera valide seulement si A et B sont de même type. Si A et B ne sont pas de même type, alors l'analyzer pourra lancer une erreur et rejeter le programme. Il faut aussi savoir que l'analyzer, lui, ne fait pas d'opération, pas de transformation. Il récupère juste l'AST, il fait ses check-ups, et puis à la fin, il nous dit si c'est bon ou pas. Mais il ne va pas nous refaire de transformation, etc. Ce sera d'autres modules qui vont prendre d'autres modules qui vont prendre la main et qui vont faire le travail là-dessus pour voir si la vérification a été bonne ou pas. Et enfin, on a l'interpréteur. Donc l'interpréteur, ça va représenter un peu l'exécution de l'AST. Pour parcourir un arbre, il va falloir créer un visiteur. Celui-ci va traverser l'AST pour évaluer notre AST par la suite. Durant cette traversée, il va garder une trace donc, des modules, des fonctions, des variables et autres valeurs nécessaires à la bonne exécution de notre programme. Donc cette trace, elle se fait souvent par le biais d'un scope. On va avoir un scope qui, lui, quand notre interpréteur va parcourir notre AST, on a le scope qui est implémenté et qui va garder une trace de bon, ok, il y a A, il y a B, je garde, est-ce qu'ils sont dans le même scope, vérifier que deux fonctions qui portent le même nom ne peuvent pas être déclarées dans le même scope, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu la base de vous montrer un peu comment j'ai créé un compilateur juste pour la partie front-end d'un langage de programmation. C'est assez suffisant pour qu'on puisse s'amuser là. Donc on va pouvoir passer à la démo. Donc on y va. Donc là déjà il faut que je fasse un truc qui fait boum. Ok, bon, on va passer à la démo. Ok. Donc là en fait on est sur un projet qui est écrit en Rust, c'est du basique. On va voir que j'ai la partie front. Ah, vous voyez pas, mince. Ok, oui je vois pourquoi. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc si je fais ça maintenant et que ça devrait arriver peut-être chez vous. Alors attendez, il y a un truc qui va pas, c'est lui, ok.
Et là, ça arrive ou pas chez vous, non? Ah oui, ok. Alors attendez, il faut que je change. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas changé ça. Ok, il est où lui? Ok, préférence, c'est bon. On va mettre un truc basique, couleur thème. Est-ce que j'ai un truc. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Ah, j'ai un truc qui. Voilà, ça va être plus simple. Ok, cool. Vous me dites si ça arrive chez vous. Ah, ok, merci beaucoup. Alors, du coup, préférence, display. Ok. Super, merci beaucoup, les gars. Ça, c'est du pair programming. Ok. Donc là, en fait, on est sur un projet basique, c'est du Rust. Donc là, c'est la partie front-end. Sur cette partie front-end, du coup, j'ai juste un tokenizer, un parseur et un interpréteur. J'avais parlé d'analyzer, mais là, pour l'instant, j'en ai pas mis. Oh, bien sûr. Ok. C'est cool? Ok, super. Donc en fait, là, ça va être juste ce que moi, je vais faire en fait pour la démo. C'est vraiment essayer de pouvoir interpréter tout ça, parser, et puis on va juste un peu voir le retour que l'on va donner. Donc le fichier, il est ici. Donc il y a un super paquet de manager sur Rust, donc c'est Cargo. Moi, j'ai une petite... c'est compile, et puis maintenant, je vais juste aller pointer sur le fichier que je souhaite compiler. Ok. Donc ok. Là, c'est cool, ça s'est super bien passé. Donc ouais, il va falloir quand même pousser ça pour qu'on puisse voir un peu... Ouais, là, du coup. Donc là, cette première partie qui est générée, en fait, c'est mon AST. Et là, mon AST, cette forme-là, cette structure, elle est juste propre à mon compilateur. Donc la vôtre sera tout à fait différente. Donc on voit bien que j'ai une fonction, que cette fonction, c'est une déclaration de fonction, qu'elle porte le nom main, qu'elle n'a pas de type, qu'il n'y a pas d'argument, qu'elle peut contenir un bloc. Ce bloc est de type statement. Le statement, lui, il a des kind. Ensuite, il y a un bloc. Et le bloc, lui, il peut contenir plutôt plusieurs statements. Et dans ce tableau de statements, comme on le voit dans le fichier, il n'y en aura qu'un seul et c'est de type binaire. Donc là, on a pour le fils gauche, c'est droit. L'opérateur, c'est le plus. Et le fils droit, du coup, c'est 39. Donc on va juste effectuer une simple addition, rien de bien méchant. Et du coup, on arrive ici. Cette partie-là, c'est la value. Et en fait, la value, ça va plus correspondre à ce que va générer en fait l'interpréteur. Donc là, l'interpréteur, on voit bien qu'à ce moment-là, elle a bien effectué le calcul. Par exemple, voilà, si je vais juste changer, j'ai mis des trucs au hasard, je suis vraiment pas inspiré, mais je vais pas mettre un truc qu'on va pas capter, mais je suis pas inspiré, je peux relancer. Voilà, on voit bien que le calcul s'est fait. Ça, c'est vraiment pour la démo, pour vous montrer que, en respectant les 4 modules, ou on va dire pour l'instant les 3 modules qu'on a, on peut se permettre d'avoir un langage avec lequel on peut s'amuser. Donc ça, c'est la première partie en fait du projet sur lequel je voulais aller. Du coup, je repars un peu dans les abîmes de la configuration. Ok, super. Okay. Donc du coup, bam. Maintenant, on va passer en fait au compilateur web. Donc le compilateur web, lui, il va avoir un rôle, c'est que moi j'étais beaucoup inspiré par Svelte, donc j'ai voulu faire un truc qui suit un peu les traces, parce qu'en plus Svelte utilise les concepts des compilateurs, donc c'est bien de suivre un peu ce que fait Svelte. Moi j'aime bien Rich Harris, je trouve que c'est un mec qui est dans le turfu, donc vas-y, on y va, on suit ce gars-là, quoi. Ok, donc là on est là, bim. Donc ça c'est un peu l'idée. Voilà, on va avoir une balise de script, une balise de style, on va avoir un H1 et puis on va vouloir faire en sorte que ça crée un affichage côté front et le tout doit être compilé vers du WebAssembly. Ça, c'est le premier challenge. Donc, au niveau de la carte que je vais suivre, moi, je vais suivre cette carte-là qui est légèrement différente du premier compilateur, mais au final, ça reste la même chose. Ça veut dire qu'on retrouve le tokenizer, on retrouve le parseur. Il n'y a pas d'interpréteur, mais le renderer joue à peu près ce rôle. Là, ici, son rôle, c'est juste que le renderer, c'est un DOM virtuel. Il va en fait avoir la possibilité de compiler vers le WebAssembly à l'aide de Rust. Donc ça, c'est la première idée.
et la première approche que j'ai voulu choisir. On repart en démo, hein. Hop, laissez-moi un peu de temps. On sort un peu de cette bulle. Poup. Je vous mets un peu d'ambiance, parce que sinon... Ok, c'est cool. On est là, donc j'ai ce projet-là. Est-ce qu'il aura choisi? Ouais, il a changé les couleurs. Super, putain, c'est magique. Ok, donc là, on est sur un autre projet, parce qu'en fait, du coup, comme j'ai séparé en fait les compilateurs, je voulais pas me prendre la tête à tout mettre dans le même endroit. Donc là, je vais pousser un peu ça. Ça a l'air de me déranger. Enfin, ça me dérange complètement. Donc en fait, il faut savoir qu'en Rust, il y a une super librairie qui s'appelle Wasm by Gen. Et en fait, pour pouvoir porter des fonctions vers du JavaScript, on a juste en fait à déclarer l'attribut WasmByGen au-dessus de la fonction. Et on sait que tout de suite, cette fonction va être portée vers le WebAssembly pour qu'ensuite, on puisse aller récupérer cette fonction-là côté JavaScript. Ce qui va vous permettre de faire énormément de choses et surtout d'améliorer un peu les performances de vos applications. Donc là, cette fonction, elle est juste simple. Et ce qui est bien, c'est que voilà, moi, je m'occupe juste de le déclarer ici. Et WasmByGen va comprendre toutes les ramifications de fonctions, de librairies, de fichiers propres à Rust pour aller les porter vers le WebAssembly. Donc là, voilà, j'ai juste une fonction simple, pas besoin d'en parler plus. Mais par contre, voilà, côté JavaScript, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller lire le fichier main. Donc ce fichier-là, je vais vous le montrer juste après. Je le lis. Et en fonction de la réponse, si la réponse elle est bonne, ben, elle est bonne. Moi, je m'occupe juste de appeler du coup cette méthode, le module Wasm, et d'appeler la méthode render qui fait bien partie de côté Rust en fait. C'est cette déclaration que j'ai fait côté Rust qui maintenant je peux l'utiliser côté JavaScript. Il faut savoir que quand vous allez faire du WebAssembly avec Rust, il y a déjà beaucoup d'exemples qui sont définis sur leur repo de WasmByGen, donc c'est assez facile. Et il y a déjà les configurations qui sont faites avec Webpack. Et du coup, qu'est-ce que va faire Webpack quand je vais lancer du coup le Yarn Serve? Il va builder mon application en Rust et générer un package qu'on voyait juste ici avec tous les fichiers nécessaires. Donc vous avez aussi les déclarations pour du TypeScript et toutes les déclarations qu'il faut pour aller les récupérer même en JS native. Donc mon point d'entrée, c'est celui-ci. J'ai cette div qui va me servir en fait de faire passer en fait c'est un peu la même méthode que Rust, enfin que React, Vue, etc. C'est juste un point d'entrée. Hein. Pour l'instant, tout est évident pour tout le monde. Et ensuite, là, je vais juste aller chercher le fichier que j'ai déclaré ici. Donc c'est super simple, il n'y a rien du tout. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que ce soit tout ça qui soit compilé. Ça, je vais l'enlever parce que je pense que ça faisait partie de mon exemple. Excusez-moi. Donc là, on a vraiment, j'ai pas encore mis le langage que j'ai créé, parce que j'avais pas encore le temps de pouvoir créer la transpilation, étant donné que j'ai un autre langage. Là, pour le coup, il va falloir que mon langage, enfin mon compilateur soit capable de transpiler vers du JavaScript pour qu'ensuite, à ces moments-là, je puisse avoir directement que du JavaScript dans les balises. Donc voilà, une simple balise de script, une simple balise de style. On a un petit H1, un input text et puis un button. C'est juste pour voir en fait si tout fonctionne bien. Donc voilà un peu pour la description un peu de ce projet-là. Moi, je vais pouvoir faire un Yarn Serve qui est déjà plugué et qui va faire un peu son taf. Donc là, en fait, on va voir très rapidement que voilà, WasmPack s'est lancé. Donc il a généré du coup le package. Et là, maintenant, je peux aller voir maintenant côté démo sur mon environnement de dev. J'ai bien du coup le Hello Jux Summercamp qui apparaît. Je peux aller voir en console, étant donné que j'ai fait quelques appels. Ah, mais attendez, vous voyez où... Ouais, c'est super, super, super. Donc voilà, j'ai bien... je vais peut-être zoomer cette partie-là. Ok. Donc le renderer s'est fait assez rapidement. J'ai mon appel en console qui a été fait pour montrer, voilà, je peux encore faire d'autres changements à ce niveau-là. Là, je vais mettre du bleu. Je vais peut-être changer, on va le mettre changer aussi ici. On a un peu tout et n'importe quoi. Et là, je sais pas ce que c'est stylé. Je vais mettre wesh la famille. Ok. C'est parti, wesh la famille, la transformation s'est faite, on voit bien que tout s'est fait, et tout ça en fait, il faut savoir que c'est du WebAssembly. Si je regarde dans les networks, on a vu que moi j'avais rien de mon côté, ok, boum. Voilà, j'ai juste un fichier, bon celui-ci il est généré par Webpack, Webpack a pris un peu le contrôle dessus, donc l'a un peu modifié, mais à la base c'est un fichier qui est très léger. Il n'y a que ça en fait dans mon fichier. Là maintenant, il faut comprendre que dans l'idée, ça vous ouvre pas mal de possibilités. Là du coup, je vais revenir côté slide.
Boum. Ok, cool. Je remets un peu de... Ça, c'est quoi? Ok, cool. On repart ici. Ok, super. Boum. Ok. Donc là, je vais conclure un peu sur mon retour d'expérience. Il faut savoir que ce projet, on le voit bien, c'est pas production ready, mais son but, ce n'est pas de l'être. C'est vraiment en fait pour pouvoir s'amuser, comprendre les différents modules qui composent la stack d'un compilateur, et après vous donner les possibilités de faire autre chose. Comprendre comment je manipule, comment en fait Rust et JavaScript peuvent marcher main dans la main. Ça, c'est des bons points qui m'ont permis de mieux comprendre cet aspect-là. Donc maintenant, moi, ce que je retiens, c'est que la compilation, c'est la vie. La programmation bas niveau, c'est grave stylé. J'ai plus une formation front-end et en fait, du coup, je commence à me dire que le bas niveau, c'est le turfu de ouf. JavaScript et Rust peuvent marcher main dans la main sans aucun problème. Le WebAssembly, c'est des choses qui peuvent vraiment améliorer les performances de vos applications, vu que c'est quelque chose qui va être déjà compilé quand vous allez le charger côté JavaScript. Et ensuite, communiquer avec la machine permet de faire plusieurs choses, et énormément de choses. Là, moi, j'ai juste traité qu'un seul point. Je ne me suis pas permis de voir toutes les possibilités, parce que chacun va avoir ses idées, chacun aura son besoin, et envie de faire le compilateur qui va correspondre à son besoin. Mais maintenant, de ce projet-là, va en être un qui lui aura pour but d'être production ready, un peu à la star de Svelte, pour du web. Et avec du WebAssembly derrière. Donc moi, après, maintenant, j'ai une autre approche. C'est que je me dis que maintenant, il faut plus utiliser Rust et le WebAssembly pour en fait mettre toute la logique là-dedans. Tu dis, OK, moi, je prends le Rust, toute la logique, elle est côté Rust. Et maintenant, je vais aller sur le JavaScript juste pour aller appeler les fonctions du WebAssembly dont j'ai besoin. Donc là, maintenant, le JavaScript devient juste qu'un simple contrôleur. On charge moins de fichiers qui font avec des dépendances énormes. On s'occupe de tout mettre côté Rust. Et maintenant, le JavaScript fait juste des appels pour appeler des fonctions qui viennent du Rust. Donc là, vous avez vu quand même assez rapidement avec l'Explorer, enfin quand on était sur le browser, que tout ce qu'on a fait côté browser, l'affichage, tout vient de Rust. Il n'y a rien qui vient de JavaScript. C'est vraiment du Rust qui a pris la main et qui s'est dit, OK, bon bah voilà, on a tout préparé de notre côté. Maintenant, le JavaScript fait juste les appels dont il a besoin. Donc maintenant, moi, je comprends un peu mieux à quoi ça sert de compiler, à quoi sert un compilateur. Donc, faut savoir moi, j'invente rien. Je tiens à remercier en fait ces gens très intelligents qu'on appelle les informaticiens, qui ont déjà mâché le travail pour nous depuis des années, qui ont déjà défini les modules qu'on doit utiliser. On a juste à suivre step by step chaque module pour pouvoir arriver à composer notre compilateur et à créer notre propre langage. Donc voilà, on a fait le tour. Vous pourrez me retrouver sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je serai disponible à la fin du talk. Et puis voilà, en fait. Vous aurez tous les liens. J'ai rajouté pas mal de liens. Donc à partir de demain, je vais mettre sur mon Twitter tous les slides pour que vous puissiez en fait les récupérer. Voilà, merci à tous.